Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller le Mâche Patate! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 4e épisode du Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs. Nous sommes vos co-animatrices, Marie-Hélène Dubé et Marie-Hélène Jacques. Tout d'abord, on aimerait vous remercier d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à écouter nos premiers épisodes. C'est complètement fou. En se lançant dans quelque chose comme ça, on le sait pas, on sait jamais comment ça va être reçu. On se dit, on déploie peut-être tous ces efforts-là en vain. Mais non, ce n'est vraiment pas le cas. Vous êtes très nombreux au rendez-vous et ça nous rend vraiment heureux. On espère que vous avez aimé les premiers épisodes. Apparemment, c'est pas si mal puisqu'ils sont écoutés. Puis en tout cas, on a été vraiment ravis, nous, de pouvoir nous entretenir avec des personnes aussi intéressantes que Vincent Galarno, Lily Michaud, Benjamin Laramé, et on continue de préparer des entrevues inspirantes avec des invités pertinents. On va continuer dans la lancée des 3 premiers épisodes, c'est promis. Aujourd'hui, on va aborder la question de la conservation des semences, parce que celles et ceux qui jardinent depuis déjà quelques années se sont possiblement déjà intéressés à ce sujet, ne serait-ce que parce que conserver ces semences, ça permet de sauver des coûts au printemps, mais c'est aussi la continuation logique du jardinage, puis c'est une belle manière aussi d'en apprendre plus sur le cycle de vie des plantes, leur biologie, puis leur génétique. C'est clair qu'on n'a pas le choix d'apprendre sur le fonctionnement même du monde végétal quand on décide de conserver nos semences, mais c'est aussi, en plus d'être instructif, un geste absolument important pour la préservation de la biodiversité, parce que savez-vous, mesdames et messieurs, que 75% de la biodiversité alimentaire mondiale, donc les espèces que l'on mange, elle a disparu au cours du dernier siècle. C'est principalement à cause du développement de l'agriculture industrielle puis les impératifs de conservation, de transport qui fait que des plantes sont sélectionnées pour ces critères-là et non plus pour leur goût ou pour leur adaptation particulière au milieu d'où elles émergent. Si on laisse le soin à l'agro-industrie de sauvegarder notre patrimoine génétique végétal, on va le voir continuer à diminuer finalement. Donc il faut que des artisans, même des citoyens et citoyennes participent de leur côté à assurer notre patrimoine mondial finalement qui est si précieux de notre diversité alimentaire. Puis j'ajouterais aussi que, je pense pas que si vous écoutiez le Mâche Patate, vous en doutiez vraiment, mais peut-être que vous vous demandez quand même pourquoi c'est important de préserver la biodiversité de nos légumes puis de nos fruits, parce que bien sûr préserver la biodiversité pour elle-même, ça a de la valeur, c'est sûr, je suis convaincue que c'est nécessaire, mais ça a aussi un côté pratique, parce que les plantes qu'on mange, moins elles sont diversifiées, moins elles ont une variabilité génétique importante, mais plus elles mettent notre survie alimentaire à risque. Je parle même pas de tous les goûts, les saveurs, les formes qu'on perd avec cette disparition-là, mais c'est aussi qu'en ayant des plantes moins variées, elles peuvent moins bien s'adapter à différents milieux, à différents stress. Puis s'il y a un problème qui arrive, une maladie ou un insecte, la récolte risque d'en prendre un bon coup. Là, c'est ça qui arrive dans des grosses monocultures finalement. C'est un peu comme mettre toutes ses œufs dans le même panier. Oui, exactement. Et c'est pour ça, entre autres, que le travail des semenciers est aussi important. Au Québec, on a la chance d'avoir près de 20 semenciers artisanaux, si on compte tous les petits qui ont émergé dans les dernières années, qui reproduisent des plants bien adaptés à notre climat, à nos conditions de culture. Et il y en a même qui le font dans un contexte urbain, comme dans la banlieue de Sherbrooke, où la jeune entreprise Les Jardins de la Gaillarde produisent des semences biologiques depuis 2016. On s'est entretenu avec Mélanie Chapelot, la jardinière en chef des Jardins de la Gaillarde, qui est agronome de formation et résidente de la banlieue de Sherbrooke. Elle a décidé en 2015 de passer de son potager familial dans sa cour à une production de semences bio sur une terre à proximité de chez elle. Allô Mélanie, bienvenue au Mâche Patate. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu puis nous parler ce qui t'a amené à fonder les Jardins de la Gaillarde? Donc, bonjour Marie-Hélène. Moi, j'ai fondé les Jardins de la Gaillarde en 2006. Quand on a commencé, j'ai toujours un intérêt marqué pour l'agriculture. J'ai fait un retour aux études en sciences de l'agriculture et de l'environnement à McGill. Ce qui me passionnait beaucoup, c'est tout ce qui est aspect de la génétique. Je suis pas mal une scientifique dans l'âme. OK. Quand j'ai finalement décidé de me lancer en entreprise agricole, c'était vraiment le côté des semences, de la génétique, de faire des croisements, de la sélection. C'est vraiment ça qui était toujours été mon dada puis ma passion.
J'ai donc décidé de fonder une entreprise qui était basée sur ça, sur la diversité, sur faire des variétés adaptées au Québec, puis j'ai décidé de me lancer. OK. Fait que t'as jamais été tentée d'abord, par exemple, d'être maraîchère? C'était pas la production vraiment de légumes qui t'intéressait, c'était vraiment comme la reproduction, la génétique, tout ça dès le départ? Ouais, dès le départ, c'était plus ça, mon intérêt. Je laissais tout le temps monter mes choses en graines. Je passe des heures à feuilleter les catalogues. C'était vraiment, vraiment plus ça, là, mon dada, puis ce qui me passionnait, là. Ce qui me passionne encore. Fait qu'on vous a contacté, les Jardins de la Gaillarde, parce que, tu sais, il y a plusieurs semenciers au Québec, mais vous êtes dans une situation géographique particulière. Vous êtes sur une terre agricole ancestrale qui appartient à la ferme Bibeau, si je me trompe pas. Me trompais-je? Non, c'est tout à fait ça. Puis qui est là depuis 1877, c'est assez spectaculaire à dire, mais qui est rattrapé là par le développement urbain de Sherbrooke. Fait que vous êtes finalement une ferme qui est en milieu urbain, là, en banlieue. Qu'est-ce que ça implique pour la production de semences d'être dans ce type de milieu-là plutôt qu'un milieu agricole? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Il y a beaucoup de chevreuils. Ils sont habitués à la présence humaine et aux chiens et tu sais, pour eux, ça n'a pas d'importance que tu aies un chien sur ton terrain. Ça, c'est un des inconvénients d'être en ville. Il a vraiment fallu qu'on clôture tout, parce qu'ils sont trop habitués à la présence humaine. OK. Ouais, puis ça implique des sacrées clôtures, hein, se protéger des chevreuils, c'est pas... ouais, c'est ça, on a des clôtures de 8 pieds, là, parce qu'ils sautent, là. Fait que, ça a été un gros investissement de départ, mais sinon, ça ravage, c'est assez rapide, là. Tu sais, comme moi, je fais des semences, faut que j'ai une certaine pureté de semences. La ferme est quand même entourée de lisières de bois, fait que j'ai pas à me soucier des gens qui font leur petit jardin. Je me garde aussi un espace tampon. Ça pourrait être un inconvénient de faire des semences en ville s'il y a trop de gens, s'il y a des trop gros jardins, mais je peux garder avec mes bandes tampons de forêt, j'ai une bonne pureté là, pour mes semences par rapport au croisement. Est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec la conservation des semences, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il faut que les plantes soient isolées les unes des autres? Pourquoi si nos voisins font aussi pousser des concombres, c'est un problème si on veut conserver les semences? Donc, c'est, tu sais, comme les concombres, on a besoin d'une fleur mâle puis femelle, puis il faut que ça soit pollinisé par des insectes pour avoir un fruit. Puis les abeilles ou tous les pollinisateurs peuvent voyager sur des longues distances puis transporter le pollen d'une fleur de ton voisin à une fleur de ton propre jardin. Puis ça va être un croisement génétique des deux variétés de concombres que tu vas avoir à la fin quand tu vas récolter. Donc, dépendamment si c'est une pollinisation croisée ou si c'est self, ça se croise soi-même, il y a des distances à respecter. Puis ça, il y a plein de ressources pour savoir quelle distance respecter pour pas qu'il y ait de croisement puis que finalement ton légume soit un mélange de deux variétés différentes comme un cornichon avec un concombre anglais, ça va donner un mix des deux et non pas le cornichon que tu voulais au départ. C'est aussi comme ça qu'on fait pour créer des nouvelles variétés. Tu disais que tu t'es toujours intéressé à la génétique, à l'amélioration des cultivars. Fait que toi, est-ce que intentionnellement, tu crées des croisements aussi? Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, il faut isoler les fleurs. Il y a plein de techniques. Nous, on fait la fertilisation manuelle. Après ça, on ferme la fleur pour pas qu'il y ait d'autres insectes qui viennent au courant de la journée puis qui modifie notre croisement, fait que ça implique plein de petits trucs, là. Mais oui, on s'amuse à faire des croisements puis essayer de faire des nouvelles variétés. C'est vraiment sur du long terme, là. Ouais. Pour purifier une variété, ça peut prendre jusqu'à 8 ans. C'est quelque chose qu'on commence à faire à la ferme, là, puis qu'un jour, on va peut-être arriver avec des variétés de la Gaillarde, là. Vous louez l'espace, dans le fond, à la ferme Bibeau, qu'on le disait, Marie-Hélène le disait tantôt, là, c'est une ferme qui est là depuis longtemps. Comment ils ont réagi quand tu les as approchés avec ton projet? Est-ce que ça les enthousiasmait? C'est ça, nous, tu sais, on habitait dans le quartier où il y avait la ferme, c'est comme en prairie, puis il y a certains spots qui étaient plus ou moins exploités. Fait que là, on a investigué, puis on s'est rendu compte que la terre était certifiée bio. On s'est dit, on a peut-être déjà là un intérêt commun. C'est un bon départ, mettons. Ouais, c'est ça. Vous risquez plus d'être sur la même longueur d'onde dans ce temps-là. Exactement. Ça donnait bien. C'était un jeune qui reprenait la ferme familiale. Fait que c'était quelqu'un même plus jeune que moi, super enthousiaste, qui a envie. On n'est pas beaucoup de fermiers à Fleurimont, là, dans l'est de Sherbrooke. En fait, on est les seuls. Fait que lui, il aimait ça que de pas être tout seul, justement. Tu sais, d'essayer de créer un pôle où il y a plus d'agriculture, puis
il a vraiment trippé sur le projet, puis il trippe encore, là. Qu'est-ce que tu recommanderais pour les gens qui veulent commencer à conserver leurs semences à la maison, qui font leur petit jardin urbain? Est-ce qu'il y a des variétés plus faciles que d'autres pour les débutants? Mais pour les débutants, c'est sûr que ça peut être plus simple des variétés qui sont auto-fertiles, comme les haricots, les fèves, les tomates. Fait que ça, autrement dit, c'est des variétés qu'il n'y a pas de risque qu'elles se soient croisées avec celles qui sont dans le jardin du voisin. Puisqu'elles se pollinisent elles-mêmes, on est certain qu'on va avoir des semences qui sont fidèles à la plante parent, c'est ça? Ouais, plus facilement, parce que c'est plus de 10-15 pieds, mettons, dans un jardinier amateur, les distances. Fait que si tu fais une sorte de fève dans ton jardin, tu peux conserver les semences, c'est sûr. Pour les tomates, si tu veux avoir plus qu'une sorte de tomate, là, c'est sûr qu'il y a des risques qui se croisent, c'est des sortes de tomates antennes, mais c'est facile de juste isoler une fleur juste avant qu'elle ouvre, la mettre un papier. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement comme comment on fait? Est-ce que ça prend beaucoup d'équipement? Est-ce que c'est très compliqué, des étapes à suivre? Ben, mettons comme si tu as 5 variétés de tomates, une à côté de l'autre. C'est sûr que ça demande un peu d'observation, c'est sûr que c'est beaucoup un travail d'observation, de savoir est-ce que la fleur est déjà ouverte ou semi-ouverte. Comme si tu as une grappe, mettons, de fleurs de tomates cerises, tu peux juste prendre comme du coton fromage, mettons, le mettre autour puis attacher le coton fromage au début que la grappe se forme avant que les fleurs ouvrent. Là, tu l'observes. Une fois que tu vois que le petit fruit a commencé à se former, mais tu peux enlever OK. Ouais, là, en enfant, c'est ça, on parle d'isoler les fleurs, mais ma question était peut-être, j'étais peut-être pas au bon moment, mais je me demandais plus comme la conservation des semences en général. Est-ce que, ouais, une fois qu'on est prêt à récolter les semences. Ouais, ça, c'est, tu sais, comme c'est sûr, là, si on prend l'exemple de la fève, il faut juste la laisser sécher. On la laisse sécher sur le plan, puis on l'écosse à la main comme on écosserait des pois secs ou des fèves secs. C'est assez simple, comme si tu laisses une laitue aussi c'est auto-fertile, si tu laisses une laitue monter en graines, tu la laisses monter, tu la laisses fleurir. Une fois qu'il y a le petit blanc de comme pour une fleur de comme des pissenlits. Ouais, c'est ça. Des pissenlits, ouais, c'est ça exactement. Je cherchais. Mais là, ça veut dire que la semence est prête, c'est juste à la prendre, à gratter un peu, puis tu vas voir les petites semences de laitue qui vont tomber. Okay. Là, t'as tes semences de laitue. Puis la tomate, elle, c'est qu'il y a autour de la tomate, il y a comme une espèce de gel qui empêche qu'elle germe dans la tomate, parce que c'est humide dans la tomate. Fait qu'il y a une espèce de petite pellicule qui protège la semence. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la tomate, on l'épépine, puis on la laisse fermenter. On la laisse dans un pot pas fermé hermétiquement, mais juste un pot, juste le jus de la tomate avec les semences. Pendant quelques jours, il va se former une pellicule blanche de micro-organismes qui va défaire cette pellicule-là autour de la semence. Okay. Puis là, après ça, juste par décantation, ça se rajoute de l'eau. Les semences qui sont bonnes vont dans le fond. Fait que tu décantes, tu nettoies. Puis là, ta semence, elle va être prête à germer. Elle n'aura pas l'espèce de pellicule qui l'empêche de germer. Puis j'imagine qu'il faut la laisser sécher après pour pas qu'elle germe ou qu'elle pourrisse. Ouais, c'est ça. Faut la laisser, l'étendre, puis juste la laisser sécher quelques jours. Tu sais, chaque variété a sa façon de faire, mais c'est quand même relativement simple à conserver les semences là, une fois que tu t'informes un peu. C'est ça que j'allais dire au fond, tu sais, la laitue, les haricots, c'est super simple, mais on perd la chance de manger ouais, il faut que tu gardes fruit, la laitue, mais pas la tomate au fond, parce qu'on peut faire nos conserves de tomates italiennes puis les épépiner puis garder les semences. Puis au fond là, on a le beurre puis l'argent du beurre avec la tomate. Ouais, c'est vraiment pas pire. Ouais, c'est ça. Pour les poivrons, c'est la même chose. Nous autres, on mange toute la chair de poivron puis la chair de tomate. Là. C'est pas fou. Les jardins de la Gaillarde, quand t'as débuté ça, c'était ta première expérience, dans le sens que t'avais jardiné dans des jardins communautaires chez tes beaux-parents, c'était des choses de plus petite échelle, mais là, quand tu t'es lancé pour vrai, ça a dû être toute une courbe d'apprentissage entre l'université puis la pratique maraîchère comme telle, là. Est-ce que ça a été difficile? Qu'est-ce que t'as appris d'intéressant dans ces années de début? Ouais, j'ai pas trouvé ça si difficile. Tant mieux, c'est un message d'espoir pour tous les jeunes qui rêvent d'être maraîchers. Mais c'est sûr que, tu sais, on est motivé, là. Tu sais, nous, on fait tout manuellement, un peu comme le jardinier maraîcher, là. Puis même là, on n'a même pas de rotoculteur. On a fait rotoculter une fois. Puis là, on a monté les jardins à pelle, là. On est parti là-dessus, puis ça...
Oui, parce que c'est ça, je veux juste dire pour nos auditeurs que au Jardin de la Garde, corrige-moi si je me trompe, mais vous travaillez sur des planches permanentes, vous travaillez très peu le sol, puis vous utilisez des moyens, des tunnels, des filets, tout ça, puis vous utilisez pas vraiment de pesticides et tout, là. C'est ça, vous êtes certifié bio. Ouais, on est certifié, fait que c'est sûr qu'on utilise zéro produits chimiques, là, puis on fertilise avec des engrais organiques, mais c'est du travail physique, là. Ça garde en forme, là. Mais on est vraiment bien placé. On est plein soleil, il y a pas trop de vent, ça pousse bien, là. On a un bon sol, je pense. Ça va bien, là. Il y a juste la gestion des mauvaises herbes qui est un peu plus difficile. C'est en juillet beaucoup, puis souvent on est comme on n'arrive pas à fournir, mais soit ça va bien. Tu sais, pour la production de semences, c'est juste il faut être humble, là, comme ça m'est arrivé de jeter des lots parce que j'avais peur qu'il y ait des maladies ou tu sais, il y en a beaucoup de choses à regarder, là. Quand tu fais la culture, faut pas que tu aies peur de perdre aussi des productions parce que c'est la qualité qui compte, là, puis ça fait partie de la game, là. C'est clair, hein, que tu travailles fort du début. Tu sais, quand le but, c'est la semence, c'est comme encore plus loin souvent que le légume comme tel. Fait que c'est encore plus un acte d'humilité de l'abandonner après tout le processus, là, de dire, j'avais pas imaginé ça. Je sais pas si c'est juste une impression, mais j'ai l'impression que de plus en plus de semenciers au Québec, que dans les dernières années, ça a quand même explosé. Est-ce que tu as l'impression que c'est un mouvement qui est en essor? Dans les dernières années, il doit y avoir 6 compagnies au moins qui ont... Il me semble qu'il y a de plus en plus de kiosques à la Fête des semences de Québec. Oui, il y a des nouveaux joueurs chaque année, ou presque. Ouais, il y en a de plus en plus. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui jardinent à la maison aussi. Fait qu'on répond aussi à un besoin de la population de faire des semences c'est comme dans la continuité il y a la popularité de l'agriculture et de plus en plus de jeunes qui se lancent en maraîchage tout court aussi. Puis, c'est ça. Ouais. Puis l'intérêt d'avoir des produits locaux aussi, c'est de produire localement. Ça va jusqu'aux semences, pas juste les fruits et légumes. Oui, je pense que c'est un mouvement qui est en essor. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à ça. C'est difficile, le marché est pas aussi grand que faire des paniers de légumes bio, là. Fait que, mais c'est quand même intéressant parce que, tu sais, quand on vient pour jardiner au printemps, le choix en semences de variétés est tellement plus grand que le choix en plants, finalement. Fait que, il y a aussi ça, là, avoir plus de semenciers, plus de semences disponibles qui sont locales, c'est aussi vraiment plus de possibilités pour le jardin. Oui, puis c'est le fun, les fêtes des semences, parce qu'on est toutes là. Fait que justement, les jardiniers peuvent vraiment choisir. Ils ont un choix énorme, là. On pourrait peut-être expliquer c'est quoi une fête des semences. Il y a probablement des gens qui nous écoutent qui ont jamais été à une fête des semences. Mélanie, est-ce que tu peux expliquer ça à nos chers auditeurs? Ouais, donc les fêtes de semences, moi je trouve que c'est comme un peu des marchés publics mais de semenciers. Puis il y en a à travers le Québec à partir de janvier jusqu'en avril, il y en a pratiquement toutes les fins de semaine là, un petit peu partout dans chaque région. Puis il y en a de plus en plus des fêtes de semences aussi, il y a de plus en plus de municipalités qui en organisent. Puis nous les semenciers dans le fond, on se présente aux fêtes de semences, on a chacun notre kiosque, ça fait comme un petit marché où on parle de jardinage pendant une fin de semaine, puis qu'on répond aux questions, puis on vend nos semences en même temps. Mais c'est vraiment des rencontres le fun entre nous autres, entre semenciers. Vous êtes sur la route ensemble pendant plusieurs mois. Finalement, là, c'est comme une tournée d'un band, mais vous êtes des vendeurs de semences. Puis avec les clients aussi, on a beaucoup de questions des clients, puis c'est le fun. Là. Fait que puis il y a beaucoup de gens qui conservent leurs semences, c'est qu'il y a des gens qui nous apportent des semences ou qui disent moi je conserve, j'ai ces variétés là chez moi, j'ai conserve. C'est le fun aussi de voir ça qu'il y a de plus en plus de conservation de semences parmi les jardiniers. Ça vous fait une grosse année. En tout cas, de janvier à avril, si vous êtes toujours en fête des semences, le reste de l'année, vous êtes pas mal en production. Après ça, en conservation, ça fait toute une transformation, conservation. C'est comme la période où les maraîchers sont un peu plus en pause, planification. Vous êtes déjà en train de vendre les semences, là. Ouais, c'est ça. On est un peu, nous, c'est sur toute l'année, mais peut-être un peu moins rush durant l'été que... Ouais. Parce qu'on laisse pousser plus longtemps, on n'a pas à livrer à chaque semaine durant l'été. Est-ce que tu as une belle histoire à nous raconter, un cultivar avec qui t'es particulièrement ami ou un sauvetage particulier? Moi, c'est plus, c'est comme j'aime beaucoup les tomates. Puis tu sais, je teste plein de variétés. Puis là, il y a une variété que le plant était vraiment étrange. C'est une tomate, elle s'appelle la tomate Opalka.
Puis c'était vraiment les branches, ils poussent vers le bas, comme un saule pleurant. Puis je me disais, ça marche pas ce plan-là, il doit y avoir quelque chose. Puis je l'avais presque jeté les plants. Puis là, finalement, j'ai décidé de les planter. Je les avais conservés. Puis finalement, je suis tombée sur... Maintenant, c'est ma tomate préférée. Elle a un goût... C'est comme le vilain petit canard. Ouais, exactement. Puis c'est ça, tu me dis, mon Dieu, une chance de les planter parce que c'est vraiment dans mon coup de cœur de tomate, là, j'ai fait à chaque année. Et puis, peux-tu nous la décrire? C'est une tomate de type italienne, fait que c'est une tomate en long, mais elle a la peau fine, puis elle est comme, c'est vraiment une belle texture, elle a comme un goût épicé, sucré, elle a vraiment un goût riche, là. Okay. Puis je l'utilise pour faire la salsa fraîche, je la mets dans mes sandwichs, je fais mes sauces, c'est vraiment tout usage, là, mais elle a vraiment la forme d'une grosse tomate italienne. OK. Puis le plant reste là jusqu'à maturité, il reste les plants, les tiges par en bas, finalement, les feuilles par en bas. Les feuilles, comme les branches de feuilles par en bas, les restes style sur le pleurant, mais il toffe bien les maladies, il a l'air moins fort qu'un autre plant. Là, dans le fond, c'était pas un gros... Il a l'air de faire pitié, mais il produit aussi bien que d'autres variétés. Ben, merci beaucoup, Mélanie, de t'être prêtée au jeu du mange-patate avec nous aujourd'hui. Ben, ça m'a fait plaisir. C'est très agréable. On te souhaite une bonne saison, là, j'imagine qu'elle est pas mal encore dans des récoltes, peut-être un peu, dans ces temps-ci. Ah, ouais, on a eu du gel. Tu vois, beaucoup les récoltes. Là, c'est en train de sécher. Okay. Puis là, je suis en train de faire le processing, là. Il y a des semences partout. On travaille là-dessus. Bon. Puis on te souhaite un bon road trip après Noël à travers le Québec. On viendra te saluer à la fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec où on sera nous aussi. Oui, certainement. Ah, super. Alors évidemment, les Jardins de la Gaillarde ne sont pas les seuls semenciers québécois. On en trouve plusieurs autres, dont les plus connus sont probablement les Jardins de l'Écoumène, la Société des plantes, Terre promise semencière artisanale et aussi la ferme coopérative Tournesol. Ça vaut la peine de vérifier si vous avez un semencier près de chez vous dont les graines seraient particulièrement bien adaptées à vos conditions de culture locales, puis surveiller notamment justement les fêtes des semences au printemps comme on en parlait. Si, à la suite de cet épisode, vous vous sentez tout d'un coup pris d'une envie irrépressible de sauver le patrimoine génétique végétal, on vous invite à rejoindre le réseau des semences du patrimoine, dont c'est la mission. On s'est justement entretenu avec Lynn Bellemare, qui est une semencière dont l'entreprise s'appelle Terre promise, mais qui est également la coordonnatrice du volet francophone de l'organisme. Donc, bonjour Lynn. Bonjour. Alors, les semences du patrimoine, c'est pas un semencier comme tel, c'est pas une entreprise qui vend des semences. En fait, c'est un réseau de passionnés de la conservation des semences. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche au fond? Exactement. Semences du patrimoine, c'est un organisme à but non lucratif qui englobe plusieurs jardiniers, chercheurs, passionnés, semenciers, qui font un réseau et qui échangent des semences à travers le Canada. C'est canadien. OK. Puis le but de ça, c'est vraiment de sauvegarder la biodiversité alimentaire des semences au Canada. Mais au fond, comment ça fonctionne? Mettons, moi, cette année, j'ai conservé des graines d'une tomate que ma grand-mère cultivait, puis là, je souhaite les partager. C'est comme, j'ai de la misère à me figurer comment un tel réseau prend vie, là. En fait, c'est facile. Il faut être membre. Donc, en premier, on devient membre par le site Internet, tout simplement, www.semence.ca. Et par la suite, on peut recevoir un catalogue papier ou on peut avoir un catalogue en ligne, tout simplement. Alors, on va dans notre compte, on rentre nos semences qu'on a à offrir. Comme toi, ta tomate, tu pourrais écrire, belle tomate rouge de ma grand-mère. J'ai conservé les semences, et voilà, je les offre. Et à ce moment-là, quand ça va être publié, le catalogue est publié une fois l'an, tous les autres membres voient ta publication et peuvent alors te demander des semences. Puis, ça coûte on paie les frais postaux pour pouvoir envoyer les semences. Et c'est génial parce qu'on a des semences, là-dedans, 80% des semences qui sont à l'intérieur du catalogue ne sont pas vendues par les semencières. C'est des semences paysannes, c'est des semences de jardiniers qui sont inaccessibles sinon au public. Ah, mais je suis vraiment impressionnée parce que ça devance un peu les choses que j'avais en tête, les choses dont je voulais discuter avec toi. Justement, je me demandais c'était quoi l'importance d'un réseau comme celui-là aujourd'hui parce que, tu sais, il y a de plus en plus de semenciers professionnels qui ont une offre variée, une offre de qualité. Puis je me demandais pourquoi c'était important qu'un réseau comme celui-là vive. Mais là, tu viens de me donner une bonne partie de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Oui, en fait, il faut comprendre qu'il y a une partie des semences, une faible partie des semences qui sont conservées dans des banques de semences, des banques de gènes. On en a une au Canada, à Saskatoon. Okay. Il y a une autre partie, une infime partie des semences qui sont vendues par nos maraîchers, nos semenciers. Par exemple, au Québec, on est une 12aine de semenciers. Et la majeure partie des semences, premièrement, il y en a 75% qui sont disparues depuis un siècle. Ouais. Ils sont plus nulle part, là. Pas dans les banques de semences, ils sont pas vendus. Fini. Puis il y a une autre partie qui sont dans les jardins des particuliers. Tu sais, comme toi, ta tomate, par exemple, de ta grand-mère, que tu serais la dernière descendante à l'avoir. Puis ces semences-là, les gens, il y a pas de relève. Pour plusieurs raisons, il y a pas de relève. Les gens habitent en appartement, il y a plus de terrain. Les gens viennent en ville, restent plus à la campagne, mais ils sont perdus. Donc, c'est ces semences-là qu'on essaie de partager pour essayer de pas les perdre. C'est quasiment chevaleresque, là. C'est comme vraiment poétique en même temps, là, tu sais, ça m'impressionne beaucoup parce que, tu sais, on pourrait imaginer que c'est juste une façon d'échanger avec des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que nous puis de sauver des sous parce que c'est gratuit, là, mais on est complètement ailleurs. Là, on joue un rôle vital dans la protection de la biodiversité alimentaire puis c'est à la portée de tout le monde. Comme n'importe quel citoyen peut le faire. C'est à la portée de tout le monde. Puis en plus, c'est ça, on peut être juste passionné, on n'est pas obligé, c'est important de dire d'offrir ces semences. OK. On peut tout simplement en commander des autres membres si on veut. C'est pas tout le monde qui offre ses semences. Moi, étant une semencière, j'offre les semences de terre promise à l'intérieur du catalogue, mais t'es pas obligé d'être une semencière, là. Tu peux être vraiment juste une jardinière qui offre ses semences. Puis comment on fait pour y a-t-il une façon de s'assurer que les gens qui conservent les semences, je sais pas comment dire ça, là, mais qu'il y a un contrôle de la qualité, parce que il y a quand même tout un art là derrière l'isolation des différents individus pour pas qu'il y ait de croisement. Tu sais, ça peut pas être contrôlé dans un réseau comme ça? On a souvent cette question-là. J'imagine. Puis non, effectivement, ça peut pas être contrôlé. Par contre, Semences du patrimoine offre par le site ou par un infolette beaucoup d'informations sur la conservation des semences. Moi, je donne des formations aussi, je me promène pour donner des formations. On essaie d'éduquer les gens à le faire. Il y a pas de, tu sais, on fait confiance aux gens. Puis oui, des fois, peut-être il y a des semences que ça glisse un peu, que c'est pas, mais entre ça et les perdre. Ben oui. Je veux dire, moi, j'ai commandé au fil des années plein de semences, puis j'ai jamais eu des gros ennuis là vraiment. Il y avait des petites différences parfois où il y a eu des petits anicroches, mais ça valait vraiment le coup. Donc il y a des semences que j'ai eues que j'aurais jamais eues sans le catalogue. Ouais, t'as-tu fait des découvertes particulières via ce réseau-là? Ben par exemple, il y a le concombre Tante Alice que quelqu'un a affiché il y a des années, qui venait d'une certaine Alice Gosselin de 95 ans. Elle avait 95 ans à chaque année dans le catalogue, là, je tiens à le dire. OK, ouais. Parce que les membres copiaient, collaient, c'est toujours la description. Puis finalement, ce concombre-là existait plus nulle part. Puis on a retrouvé, la dame est décédée, on a retrouvé la descendance de cette dame-là. On a écrit des articles sur son concombre. C'est un concombre qu'elle sélectionnait année après année. C'était une passionnée du jardinage. Puis sinon, cette variété-là aurait disparu. Et maintenant, ça s'appelle concombre Tante Alice. Ça s'appelait pas comme ça avant. Ouais. Mais maintenant, elle l'a sélectionné puis c'est devenu sa variété. Elle sait pas, pauvre madame est décédée. Mais c'est une façon aussi, c'est quelque chose qui aurait pas été possible sans l'aide de tous les membres, de toute la communauté. Puis est-ce que c'est un gros réseau quand tu dis tous les membres? C'est combien de membres au fond? Je sais pas à combien on est rendu, mais on est quand même, c'est pas en canadien, faudrait que je sorte les chiffres, là, je les sais pas exactement, mais il y a à peu près 3000 variétés dans le catalogue, je crois. Ça le sait, là, chaque année, entre 3000 et 4000 variétés. Ouais, fait que c'est vrai que, malgré tous les semenciers puis toutes les fêtes des semences, ben c'est un portail vers une variété qu'on peut même pas espérer cultiver dans l'espace d'une vie là finalement, c'est infini. Puis ça prend tout le monde, ça prend la communauté au complet pour être capable de vraiment amener à quelque chose là. Ouais, ben je trouve ça super inspirant. En fait, je méconnaissais moi-même cette initiative-là. Puis j'ai lu, par contre, quand on parlait du contrôle de la qualité, là, il y a une excellente publication qui est faite par les Semences du patrimoine qui s'intitule, est-ce que tu es capable de me le dire, Lynn? Oui, c'est le guide de la conservation des semences. Ça se trouve sur semences.ca dans la boutique en ligne. C'est $15, postage inclus. C'est vraiment le meilleur investissement. Ben, j'ai trouvé. C'est débutant jusqu'à avancer. Ouais, donc, t'as vraiment tout à l'intérieur. C'est vraiment agréable et facile à lire. Tu sais, des fois, un manuel, ça peut être...
je sais pas, peut-être que le soir on a le goût de lire des romans là, pas un manuel, et moi je l'ai vraiment dévoré là. C'est vraiment agréable à lire puis vraiment instructif là. Si on veut offrir des semences de qualité aux autres membres du réseau parce qu'on a ce souci-là, c'est un excellent point de départ agréable. Tout à fait d'accord. Donc, en parcourant le site web du Réseau des semences du patrimoine, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'importance qui était accordée aux pollinisateurs indigènes. Pourquoi est-ce que c'est important dans le contexte de la conservation des semences? Ben, premièrement, les pollinisateurs indigènes ont leur place. On accorde beaucoup d'importance à l'abeille mellifère qui produit du miel, puis moins aux pollinisateurs indigènes, mais ils sont aussi en déclin, sont vraiment malmenés présentement par les techniques agricoles, tout ça. Et ces pollinisateurs-là, on en a besoin pour polliniser nos fleurs, puis donc faire des fruits, faire des semences. Sans pollinisateurs, je pense que c'est une bouchée sur 2 de notre assiette qui disparaît, là. C'est pour ça qu'on mise beaucoup là-dessus. Ça va de pair avec les semences. Puis est-ce qu'il y a des pratiques que les jardiniers en milieu urbain, parce que tu sais nous notre auditoire c'est beaucoup des gens qui cultivent en ville, est-ce qu'il y a des pratiques que les jardiniers en ville peuvent avoir pour favoriser les pollinisateurs indigènes? Et la première chose qui me vient à l'esprit, là, puis je vais le dire franchement, arrêtez de faire le ménage du jardin. J'explique, c'est parce que les pollinisateurs, c'est bien beau les nourrir avec les fleurs, avec le pollen, avec tout ça. C'est beau de les nourrir, mais il faut qu'il y ait un habitat. Ben oui. Puis ce qui leur nuit beaucoup, c'est le manque d'habitat. Donc, tu sais, quand on coupe avant l'hiver, toutes nos fleurs séchées, ouais, toutes, puis on nettoie oui, les petits choux là, dans le jardin, puis qu'on nettoie tout, ben, il y a beaucoup de pollinisateurs qui nichent dans le sol. En nichant dans le sol, si on nettoie tout puis on enlève tout, ben, ils sont plus à l'abri, ils peuvent pas passer l'hiver, ils meurent, puis là, le déclin commence. Mm-hmm. Dans les tiges creuses aussi, hein, je pense, de toutes les hampes florales de nos plantes, quand elles se cassent, il y a des insectes qui hivernent dans ces tiges-là. Fait que si on les ôte toutes, ben, c'est un habitat de moins aussi. Exactement, les tiges creuses, la paille, les feuilles mortes. Essayez de laisser, bon, parfois il y en a qui aiment vraiment le jardin très propre. Laissez dans ce cas-là vos plates-bandes, vos jachères, l'arrière du cabanon, laissez certaines places sur votre terrain où il pourrait vraiment avoir des insectes qui pourraient nicher. Ben, Lynn, merci beaucoup. Merci beaucoup de t'être prêtée au jeu du manche-patate avec les urbaculteurs. Puis je suis vraiment contente d'avoir discuté avec toi du Réseau des semences du patrimoine. J'espère qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui vont avoir envie de faire partie de cette chose qui est au fond plus grande qu'eux-mêmes, là, qui fait partie d'un... oui, je suis impressionnée, je suis émue en fait. Merci Lynn de faire ce que tu fais. Ben, c'était un plaisir, merci à vous. Oui, à la prochaine, bye bye. Avant de conclure cet épisode sur la conservation des semences, on va aller écouter la capsule horticole de Marie-André qui aujourd'hui nous parle de la plantation de l'ail parce qu'on est en plein dans les temps. Oh les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. On arrive malheureusement à la période de l'année où l'on parle d'arracher des végétaux, de fermer les jardins ou de poser des protections hivernales. Bref, la belle saison est derrière nous. C'est pour cette raison que je vous propose une dernière plantation qui nous permettra de se projeter et de rêver déjà de notre prochaine saison au potager. Je parle bien sûr de l'ail, aliment aux vertus aromatiques uniques, aux propriétés médicinales reconnues et accessoirement répulsif pour les vampires. Il existe plusieurs variétés d'ail disponibles chez les producteurs, chacune avec ses caractéristiques de goût, de couleur et de grosseur. Choisissez de l'ail du Québec, vous encouragerez des producteurs d'ici qui commercialisent des variétés qui sont adaptées à notre climat. Les variétés d'ail se divisent en 2 grands groupes. Il y a premièrement les variétés à col rigide. Celles-ci produisent de 4 à 8 grosses gousses ainsi qu'une hampe florale qui rend possible la récolte de la fleur d'ail. Deuxièmement, les variétés à col souple rendent possible le tressage de l'ail, le bulbe étant constitué de plusieurs gousses extérieures et quelques plus petites au centre. Pour ma part, je vous encourage à cultiver de l'ail à col rigide afin de découvrir le goût délicat et savoureux de la fleur d'ail, mais aussi parce que l'ail à col rigide est réputé plus résistant aux virus, donc plus productif. Comme bien des bulbes, l'ail se plante à l'automne. On recommande habituellement de septembre à novembre, au plus tard 3 à 4 semaines avant le gel définitif du sol. Une plantation à la mi-octobre est ce qui revient le plus souvent dans la littérature, ce qui concorde en effet au moment où vous retirez vos cultures annuelles du jardin, laissant ainsi de l'espace vacant pour la plantation de l'ail.
Il faut choisir un site bien drainé et à l'abri du vent, puis idéalement y ajouter du compost ou du fumier de poulet environ 1 mois avant la plantation. On plante les cailleux ou les gousses à environ 5 cm de profondeur, bout pointu vers le haut. Si, par mégarde, vous plantez la gousse dans le mauvais sens, ne vous inquiétez pas. Elle trouvera le bon chemin, elle risque seulement de pousser moins droite que les autres. Sur le rang, on laisse 15 cm entre les cailleux et de 20 à 25 cm entre les rangs. Un paillis, souvent de la paille, peut être ajouté si le site est venteux ou si l'accumulation de neige est faible. Vous pourrez le retirer tôt au printemps dès qu'une petite pousse verte apparaît. Certains se demanderont s'ils peuvent acheter de l'ail en épicerie et la planter. La réponse est oui, mais je recommande fortement de l'ail en provenance du Québec et idéalement biologique, l'ail provenant d'outre-mer pouvant avoir été irradié afin d'inhiber la germination. Toutefois, l'ail vendu pour semer au jardin est habituellement moins cher que celle vendue pour la consommation. Bonne plantation! Si vous avez envie d'en apprendre plus sur le travail des semenciers, on vous recommande chaudement le documentaire Le Semeur, réalisé par Julie Perron, qui est à propos du semencier, aussi artiste, Patrice Fortier, de la Société des plantes à Kamouraska. On va vous mettre plusieurs liens sur la page de l'épisode sur notre site web au urbainculteur.org/marche-patate. Voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode du Marche Patate. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler, à vous abonner également, et pourquoi pas à nous laisser des étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcasts si vous êtes sur mobile. On vous invite aussi à nous envoyer vos suggestions de sujets ou d'invités. Vous pouvez nous écrire à l'adresse marche-patate@urbainculteur.org. Merci d'avoir été là. On se retrouve dans 2 semaines. Bye bye! Bye! Merci d'avoir écouté Marche Patate. Je suis Hubert Corbeil, président du conseil d'administration des Urbainculteurs. L'épisode que vous venez d'écouter était animé par Marie-Hélène Dubé et Marie-Hélène Jacques. À la technique et au montage, Dominique Magny. La capsule horticole est préparée et animée par Marie-André Asselin. Merci et à bientôt.